Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'histoire d'aujourd'hui pousse le cynisme et la cupidité à un niveau extrême, un niveau qui a conduit à une trahison mortelle. Assurez-vous d'être bien installé, car cette histoire ne vous laissera pas indifférent. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager, car vous le savez, chaque détail compte. Vous êtes prêts? Alors, entrons dans le vif du sujet. Allons-y. Dans la nuit du 24 décembre 1988, un appel glaçant a résonné au poste de police de l'Arizona. Un corps venait d'être découvert dans une zone désertique du comté de Pinal, tout près des montagnes sinistrement surnommées de la superstition. Une femme, jeune, inerte. Les témoins n'avaient vu qu'une chose, l'horreur. Elle gisait là, vêtue simplement, sans sac, sans papier. Une inconnue. Mais ce qui frappait immédiatement, c'étaient les traces de violence. Son corps était maculé de sang, une large plaie béante sur la jambe, et puis son cou, déchiré. Ses vêtements en étaient imbibés, comme si elle avait été noyée dans son propre sang. Lorsque l'autopsie a commencé, le médecin légiste a compris que ce meurtre dépassait tout ce qu'il avait pu voir. Les coups de couteau n'avaient pas juste blessé la victime, ils l'avaient pratiquement décapie. La lame s'était enfoncée si profondément qu'elle avait sectionné la colonne vertébrale. Exécution pure et simple, et comme si cela ne suffisait pas, 4 autres coups avaient brisé 2 de ses côtes avant de perforer son cœur. Un carnage. Mais ce qui a véritablement glacé le sang des enquêteurs, c'étaient ces petites marques à peine visibles, à la tempe et au sourcil gauche. Une forme losangique, étrange. Puis une hypothèse a surgi, presque irréaliste. Le médecin légiste a hésité. Pourtant, tout semblait correspondre. Une empreinte de semelle. Et sur le sol, à l'endroit même où elle avait été découverte, les policiers ont retrouvé des traces similaires. Tout portait à croire qu'avant d'être massacrée, cette femme avait été clouée au sol, immobilisée, écrasée sous le pied de son bourreau. Et ensuite, il l'a éliminée. Outre ses blessures évidentes, le corps portait des traces de coups prolongés au visage et sur le reste du corps, des écorchures aux genoux, ainsi qu'une blessure défensive sur l'un de ses bras. Il ne faisait aucun doute que ce crime avait été commis avec une brutalité inouïe. Les détectives étaient convaincus que le meurtrier devait être quelqu'un de proche de la victime, mais encore fallait-il savoir qui elle était. C'est ce même jour qu'un appel a changé le cours de l'enquête. Une certaine Cathy Monkman a contacté la police du comté. Sa sœur aînée avait disparu la veille, le 23 décembre. Elle s'appelait Cindy Monkman. Cathy a expliqué que Cindy devait assister à une fête de Noël qu'elle avait elle-même contribué à organiser. Pourtant, elle ne s'y était jamais présentée. Et pire encore, elle n'avait prévenu personne et ne répondait plus à aucun appel. Troublée, Cathy n'avait toutefois pas signalé immédiatement la disparition, pensant que sa sœur avait peut-être changé ses plans. Mais le lendemain matin, les 2 sœurs devaient prendre un vol ensemble pour rentrer dans l'Illinois. Cathy avait même laissé une note à Cindy avec les détails du vol et son billet. Jusqu'à l'embarquement, elle avait espéré voir sa sœur arriver au dernier moment. Mais quand elle s'est installée dans l'avion et que le siège à côté d'elle est resté vide, une certitude glaçante s'est imposée à elle. Quelque chose d'horrible était arrivé. Cathy a alors décrit Cindy aux policiers. Sa description correspondait exactement à celle du corps retrouvé dans le désert. Le timing aussi. Cindy avait disparu la veille de la découverte du cadavre. Un détail surprenant a attiré l'attention des enquêteurs. Peu avant sa mort, Cindy s'était mariée sur un coup de tête avec un homme qu'elle connaissait à peine depuis quelques mois. Après avoir recoupé les éléments, les enquêteurs ont confirmé l'identité de la victime. Il s'agissait bien de Cindy Monkman, 30 ans. Son identification a ensuite été officialisée par sa sœur et les dossiers dentaires ont levé les derniers doutes. Cindy est née le 16 septembre 1958 à Pensacola, en Floride. 1 an plus tard, sa petite sœur a vu le jour. Dès leur plus jeune âge, elles ont été inséparables. Leur père, Jack, était psychologue, tandis que leur mère, Dorothy, est devenue femme au foyer après la naissance des filles. 2 ans plus tard, la famille s'est agrandie avec l'arrivée de leur petit frère, John. Peu après, la famille a déménagé à Champaign, dans l'Illinois, où le père de Cindy avait reçu une offre de travail. Mais malgré leur amour et leur complicité, leur vie a rapidement pris un tournant tragique.
En 1963, alors que Cindy n'avait que 5 ans, sa mère a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Malgré tous les efforts de Jack pour la sauver, Dorothy est décédée 2 ans plus tard, laissant son mari seul avec 3 jeunes enfants de 7, 6 et 3 ans. La situation était difficile, mais grâce au soutien de ses proches, Jack a réussi à élever ses enfants du mieux qu'il le pouvait. Après le lycée, les 2 sœurs sont restées inséparables. Elles ont intégré le même collège, poursuivi leurs études ensemble, tout en profitant pleinement de leur jeunesse. Elles sortaient souvent, assistaient à des fêtes comme n'importe quel jeune de leur âge et s'offraient régulièrement des escapades improvisées pour retrouver des amis à travers le pays. En 1980, Cathy a décidé de partir à Mesa, en Arizona, pour étudier dans une école d'infirmières. Fidèle à leur complicité, Cindy a choisi de la suivre. 2 ans plus tard, elle a obtenu un master en santé publique et a commencé une carrière de diététicienne. En 1983, à seulement 25 ans, sa carrière a pris un tournant décisif. Une grande entreprise du Minnesota lui a proposé de diriger son centre de bien-être. L'opportunité était trop belle pour être refusée, même si cela signifiait s'éloigner de sa sœur de plusieurs milliers de kilomètres. Après avoir acquis de l'expérience dans son domaine et lassée par la solitude, Cindy a décidé en 1986 de revenir en Arizona. Elle s'est installée dans un appartement proche de celui de sa sœur. Belle, pétillante et charismatique, Cindy attirait toujours l'attention et ne manquait jamais de prétendants. Peu après son retour, elle a rencontré Mark, un DJ local bien connu. Mark était une petite célébrité dans la région et, rapidement, ils ont commencé à sortir ensemble. Leur relation était rythmée par une vie nocturne animée, mais aussi par des hauts et des bas constants. Mark voulait continuer à s'amuser et à profiter de la fête en permanence, tandis que Cindy aspirait à autre chose. Elle rêvait d'une relation stable, d'un avenir plus posé, avec un mariage et des enfants. Elle a fini par comprendre que cela n'arriverait jamais avec lui. En juillet 1988, à 29 ans, Cindy a décidé de mettre fin à leur relation. La rupture n'a pas été facile. Elle a traversé une période de chagrin et de doute. Pour lui changer les idées, Cathy l'a emmenée en voyage sur les plages de Californie. Pourtant, malgré la séparation, Cindy et Mark ressentaient encore quelque chose l'un pour l'autre. Le 8 octobre 1988, lors d'une soirée dans un club branché de la ville, Cindy a fait la rencontre de 2 frères, Michael et Rudy Appelt. Grands, séduisants, ils venaient d'Allemagne. Mais c'est avec Michael, âgé de 25 ans, qu'elle a ressenti une connexion immédiate. Ils ont passé toute la soirée ensemble, inséparables. Cathy, qui observait la scène, a vite compris que sa sœur était tombée sous le charme, et pas qu'un peu. Michael était le benjamin d'une fratrie de 7 enfants et avait 5 ans de moins que Cindy. La barrière de la langue a rendu leur communication compliquée. Michael et son frère ne parlaient que très peu anglais, mais cela n'a pas semblé poser problème. Comme l'a dit Cindy à sa sœur, ils étaient sur la même longueur d'onde, se comprenant sans avoir besoin de mots. Dès le lendemain matin, lorsqu'elle est partie prendre le petit déjeuner avec Cathy, Cindy n'avait qu'un seul sujet de conversation, Michael. Ce jour-là, Cindy a même mentionné que Michael lui avait déjà dit plusieurs fois qu'il était prêt à l'épouser. Lorsqu'elle a entendu cela, Cathy s'est immédiatement montrée sceptique. Un tel engagement après une seule rencontre lui semblait totalement absurde. Mais Cindy l'a rassurée. Ce n'était qu'une manière de se changer les idées après sa rupture difficile avec Mark. Annette, une amie qui les avait accompagnés au club ce soir-là, avait, elle aussi, fait une rencontre. Elle avait sympathisé avec Rudy, le frère de Michael. Très vite, les 2 couples ont commencé à se voir régulièrement et à organiser des sorties ensemble. D'après les informations qu'ils avaient partagées, les 2 frères travaillaient dans le secteur bancaire et l'informatique. Ils étaient en voyage d'affaires aux États-Unis. Les choses ont évolué à une vitesse vertigineuse. En l'espace d'une semaine, Rudy a emménagé chez Annette et Michael s'est installé chez Cindy. Cathy était abasourdie par la rapidité de ces changements dans la vie de sa sœur. Elle avait le pressentiment que tout allait trop vite et que ces décisions précipitées ne mèneraient à rien de bon. La relation entre Cindy et Michael a duré jusqu'au 17 décembre. Ce jour-là, le couple s'est rendu à un mariage avec des amis. C'est à cette occasion que Cathy a remarqué une bague de fiançailles au doigt de sa sœur. L'étonnement a laissé place à la stupéfaction lorsqu'elle a appris la vérité.
Cindy et Michael s'étaient déjà mariés. Cindy lui a avoué qu'il s'était dit « oui » le 28 octobre, soit à peine 3 semaines après leur rencontre. Pour la première fois, Cindy avait caché quelque chose à Cathy, et maintenant, on venait de retrouver son corps sans vie. Les détectives analysaient les maigres indices laissés sur la scène du crime. Des traces de pneus dans le sable du désert indiquaient clairement qu'elle avait été transportée jusque-là avant d'être abandonnée. Le meurtrier espérait sans doute que son corps ne serait jamais retrouvé. Mais il s'était trompé. Après avoir retracé les derniers mois de sa vie, les enquêteurs ont envisagé 2 pistes principales, son tumultueux mariage avec Michael ou son ex-petit ami Mark. La sauvagerie du meurtre ne laissait aucun doute. Ce crime était profondément personnel. Parmi les indices collectés figuraient des empreintes de chaussures, un morceau de corde en nylon et une serviette de plage imbibée de sang. L'enquête s'est concentrée sur l'entourage proche de Cindy et ses dernières interactions. Quelques semaines avant sa disparition, Cindy avait appris qu'une des ex-petites amies de Mark avait été retrouvée morte. L'enquête sur ce crime n'avait toujours pas été résolue à ce moment-là. Tout cela semblait troublant. Cathy savait que Mark avait récemment tenté de reprendre contact avec Cindy. Ils s'étaient parlé seulement 3 jours avant le drame. Lors de cette conversation, une dispute avait éclaté. Cindy lui avait annoncé qu'elle était désormais mariée. Mark l'avait mal pris. Malgré tout, il avait insisté pour la revoir et lui avait dit qu'il comptait revenir en ville pour Noël. Cindy avait accepté de le rencontrer, mais elle n'a jamais assisté à la fête prévue avant son départ, et personne n'a réussi à la joindre ce soir-là. Le matin suivant, Michael a appelé Cathy. Il hurlait dans le téléphone, cherchant à savoir où était sa femme. Il était évident qu'il était ivre. Cathy a tenté d'obtenir des informations sur la dernière fois qu'il avait vu Cindy, mais le barrage de la langue a compliqué la discussion. Elle a alors demandé à Annette d'aller voir Michael chez lui pour en savoir plus. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'appartement, elle l'a trouvé affalé sur le canapé, endormi et impossible à réveiller. Se souvenant que Cindy avait prévu de rencontrer Mark, Cathy a d'abord cru que sa sœur avait pu s'enfuir avec son ex. Pour en avoir le cœur net, elle s'est rendue à son appartement dans l'espoir d'y trouver un indice sur sa disparition. En vain. Lorsque les détectives ont interrogé les proches de Cindy, la plupart ont simplement confirmé les dires de sa sœur. Seules 2 personnes restaient au centre de leurs soupçons, son ex-petit ami Mark et son mari Michael. Le visage de Cindy était désormais partout dans les médias. Son portrait s'affichait dans les journaux télévisés, relayé en boucle. Puis, un événement glaçant est survenu. Sa famille a reçu une lettre, envoyée par Cindy elle-même, la veille de sa disparition. Lire cette lettre alors qu'il savait déjà qu'elle était morte relevait de l'horreur. Dans cette lettre, Cindy parlait de sa relation avec Michael et exprimait même le souhait que sa famille le rencontre enfin. Les enquêteurs ont tenté d'interroger Michael, mais la barrière de la langue a rendu les échanges compliqués. C'est pourquoi, le jour où la famille de Cindy a appris la terrible nouvelle, un détective particulier a été envoyé à la rencontre du veuf. Ce policier n'était pas un spécialiste des affaires de meurtre, encore moins de crimes particulièrement violents. Mais il avait un atout précieux, il parlait couramment allemand. Lorsque Michael a finalement ouvert la porte, il a semblé surpris, et même troublé d'apprendre qu'un officier de police pouvait lui parler dans sa langue maternelle. Le détective voulait surtout clarifier un point essentiel, la chronologie des événements du 23 décembre, le jour où Cindy avait disparu. Selon Michael, la journée avait été tendue dès le départ, mais il a pu en décrire le déroulement en détail. Il a expliqué que la voiture de Cindy avait besoin d'une révision, alors il l'avait déposée chez un concessionnaire pour la faire réparer. En attendant, ils avaient loué une Subaru pour se déplacer. Après cela, ils étaient retournés à leur appartement. Cindy avait ensuite passé le reste de la journée à préparer ses affaires pour son voyage. Elle avait aussi mentionné qu'elle comptait voir des amis vers 22 heures. Mais ce qui a le plus retenu l'attention du détective, c'est ce que Michael a raconté à propos de cette fin de journée. Aux alentours de 19 heures, alors qu'il était sous la douche, il a entendu Cindy parler au téléphone. Ce n'était pas une conversation ordinaire. Elle semblait agitée, en colère. Il n'a pas pu comprendre toute la discussion, mais d'après lui, l'échange avait été particulièrement tendu, presque une dispute. Il n'a pas réussi à distinguer le nom de son interlocuteur. Puis, soudain,
Cindy avait raccroché brutalement et crié qu'elle devait régler quelque chose. Sans donner plus d'explications, elle avait quitté l'appartement. Michael était toujours sous la douche quand elle était partie, et il ne l'a jamais revue. Cindy avait pris ses clés et son sac en quittant l'appartement ce soir-là, mais elle n'est jamais revenue. Michael, ne sachant pas quoi faire, a finalement décidé de sortir dîner avec son frère et des amis comme prévu. Dès le début de l'enquête, il a coopéré avec les autorités sans la moindre réticence. Il a autorisé les détectives à fouiller son appartement et son véhicule. Il leur a même remis une facture de restaurant prouvant qu'il y avait bien été le soir du 23 décembre. Puis, un élément troublant a attiré l'attention des enquêteurs. En écoutant les messages laissés sur le répondeur de Cindy, ils ont découvert un appel de Mark, son ex-petit ami. À 10 heures du matin, le 24 décembre, Mark avait appelé et laissé un message dans lequel il disait avoir vu une femme ressemblant à Cindy dans un reportage d'actualité. Il avait entendu dire qu'elle était portée disparue et semblait inquiet. Il demandait qu'elle le rappelle au plus vite pour le rassurer. Mais quelque chose clochait. Mark se trouvait dans un autre état. Comment avait-il pu voir les nouvelles aussi rapidement? Les détectives savaient que les premiers reportages n'avaient été diffusés que très peu de temps avant son appel. Cela paraissait suspect, comme s'il cherchait à anticiper les soupçons et à se couvrir. Pendant ce temps, une autre révélation a éclaté. À cause de son faible niveau en anglais, Michael ne réalisait toujours pas pleinement ce qui était arrivé à Cindy. Lorsqu'il a été emmené au poste avec son frère Rudy et leur amie Annette, c'est là qu'on lui a annoncé officiellement la nouvelle. Cindy était morte. Sa réaction a été brutale. Il s'est effondré, en larmes, hurlant pour comprendre ce qui s'était passé. Malgré cela, les autorités n'ont pris aucun risque. Chacun des trois a été séparé et interrogé individuellement. Les enquêteurs ont relevé leurs empreintes de chaussures ainsi que des échantillons de cheveux et de sang afin d'éliminer tout doute. Après vérification, l'alibi de Michael et des autres a été confirmé. Rien ne les liait directement au crime. Leur implication semblait de plus en plus improbable. Désormais, tous les regards se tournaient vers Mark. Son comportement restait étrange. L'un des enquêteurs s'est donc rendu en Californie pour l'interroger en personne. Pendant ce temps, Mark continuait d'appeler le domicile familial de Cindy dans l'Illinois, laissant message après message sur le répondeur. Il disait vouloir comprendre ce qui se passait. Sur place, le détective a découvert que Mark travaillait le jour du meurtre. Après sa journée, il avait loué une voiture et était parti à Los Angeles pour y passer Noël avec sa mère et sa sœur. À la grande surprise des enquêteurs, son alibi a été formellement confirmé. Mark ne pouvait pas être le meurtrier de Cindy. C'était un choc. Les policiers étaient persuadés d'avoir trouvé leur coupable. Mais cette révélation venait tout remettre en question. Le véritable assassin courait toujours. L'enterrement de Cindy a été fixé au 31 décembre. Lors de la cérémonie, au moment où Michael, son mari endeuillé, a été invité à prendre la parole, il a été incapable de dire le moindre mot. Il a fondu en larmes, secoué par un effondrement émotionnel. Pendant de longues secondes, il est resté immobile, incapable de parler, jusqu'à ce que son frère Rudy le soutienne et l'éloigne de l'estrade. Mais quelque chose d'étrange s'est produit ce jour-là. Alors que Cathy quittait le cimetière en voiture, elle a croisé le véhicule où se trouvaient les deux frères et leur amie Annette. À travers la vitre, elle les a aperçus en train de rire. Pas un sourire nerveux ou un rire maladroit. Non, ils semblaient franchement amusés. Un frisson lui a parcouru l'échine. Quelques minutes plus tôt, Michael paraissait effondré de chagrin, incapable de se contenir face à la perte de Cindy. Et maintenant, il riait comme si rien ne s'était passé. L'image l'a hanté. Le doute s'est insinué. Jusqu'ici, Cathy avait essayé de croire que son beau-frère était sincère dans sa douleur, mais en voyant cette scène, un terrible soupçon s'est imposé à elle. Et si tout cela n'était qu'un jeu? Déterminée à ne rien laisser au hasard, elle a immédiatement rapporté cette étrange scène aux enquêteurs. Les détectives, intrigués par ce retournement de situation, ont décidé de convoquer à nouveau tous les protagonistes de cette affaire. Quelque chose ne collait pas. Cathy a été la première à être interrogée. Cette fois, elle a détaillé plus en profondeur l'histoire d'amour qui avait précédé le meurtre. À mesure qu'elle parlait, les enquêteurs ont commencé à voir les frères Appelt sous un jour bien plus sombre. Ces hommes venus d'Allemagne, qui étaient-ils vraiment?
Dès leur arrivée aux États-Unis, ils avaient fait preuve d'une étrange discrétion sur leur passé. Ils refusaient toujours de dire où ils travaillaient exactement, ne donnaient aucun détail précis sur leur vie en Allemagne. Cathy s'est souvenue d'un détail troublant. Quelques jours après leur rencontre, elle avait croisé les deux frères par hasard. Contrairement à ce qu'ils avaient affirmé, ils ne logeaient pas dans un hôtel luxueux, mais dans le motel le plus miteux de la ville. Un mensonge. Elle s'est aussi souvenue qu'après leur première visite chez elle, 100 $ avaient mystérieusement disparu. Elle n'avait pas voulu y penser à l'époque. Mais maintenant, tout prenait un sens bien plus inquiétant. Les deux frères avaient toujours affiché une apparence impeccable, une prestance qui les faisait passer pour des hommes d'affaires prospères. Pourtant, très vite après avoir rencontré Cindy et Annette, ils avaient prétendu être dans une situation financière difficile. Puis, ils avaient trouvé une excuse, un soi-disant licenciement dans une banque. Ils avaient convaincu Cindy et Annette de les héberger sous prétexte qu'ils attendaient que leur compte bancaire soit débloqué. Mais le détail le plus troublant restait leur mariage précipité. Une semaine après s'être installé chez Cindy, Michael lui avait raconté une histoire dramatique. S'il ne se mariait pas immédiatement, il serait expulsé des États-Unis. Il n'avait laissé à Cindy d'autre choix que de l'épouser dans la précipitation, en secret, lors d'une cérémonie discrète à Las Vegas. Était-ce un mariage d'amour ou un plan soigneusement orchestré pour manipuler une femme éprise? L'étau se resserrait autour des deux frères. Les enquêteurs ont donc décidé de creuser leur passé. Ils ont fouillé leur parcours et ont fini par retrouver plusieurs femmes avec qui ils avaient entretenu des relations depuis leur arrivée aux États-Unis. Et ce qu'ils ont découvert a changé le cours de l'enquête. Les enquêteurs ont fait une découverte troublante. Cindy n'était pas la seule femme à qui Michael avait proposé le mariage. D'autres avaient reçu la même proposition. Mais, contrairement à Cindy, ces tentatives n'avaient pas abouti. Tout semblait pourtant s'être bien passé entre Cindy et Michael. Du moins en apparence. Mais en fouillant plus en profondeur, un détail a éveillé les soupçons. Les enquêteurs ont mis la main sur le journal intime de Cindy. La dernière entrée, datée du 11 novembre, était particulièrement révélatrice. Ces mots laissaient entendre qu'elle tentait de se convaincre de la sincérité de son mari. Un doute, un malaise grandissant. Pourtant, aucune preuve matérielle ne permettait encore de relier Michael, son frère Rudy ou toute autre personne de leur entourage au meurtre. Même la voiture de location qu'ils avaient utilisée le jour de la disparition de Cindy avait été retrouvée et minutieusement examinée. Mais les empreintes de ses pneus ne correspondaient pas aux traces découvertes sur la scène du crime. Les enquêteurs ont même examiné l'intérieur du véhicule à l'aide de luminol, espérant y détecter des traces de sang invisibles à l'œil nu. Rien. L'enquête semblait piétiner jusqu'au 3 janvier. Ce jour-là, Michael a contacté le seul détective germanophone de l'équipe. Il disait avoir découvert un message étrange sur le répondeur de l'appartement en rentrant des funérailles de Cindy. Il était convaincu qu'il s'agissait d'une menace. Mais ne comprenant pas parfaitement l'anglais, il voulait que la police le traduise correctement. Le 4 janvier, il s'est présenté au poste avec l'enregistrement. Lorsqu'ils l'ont écouté, les enquêteurs ont été frappés par le contenu du message. Une voix anonyme y lançait des menaces de mort contre Michael et ses proches. L'inconnu affirmait avoir égorgé Cindy et exigeait la restitution de certaines choses. Mais quelles choses? Le message était étrange. Dès la première écoute, les détectives ont remarqué quelque chose d'inhabituel. La manière dont les phrases étaient construites sonnait maladroite, comme si l'expéditeur lisait un texte préparé à l'avance. L'anglais était truffé d'erreurs, mais lorsqu'ils ont traduit le message mot pour mot en allemand, le texte prenait tout son sens. Les phrases, confuses et bancales en anglais, étaient parfaitement claires en allemand. Les enquêteurs ont simulé l'inquiétude, mais en réalité, leurs soupçons venaient de se renforcer. Michael, Rudy et même Annette, qui parlait également allemand, venaient de se placer eux-mêmes au centre de l'enquête. Dès lors, la police a décidé de placer l'appartement de Cindy sous surveillance 24 heures sur 24. Le 5 janvier à 17h30, les agents en planque ont repéré les 3 suspects rentrant chez eux. À 20h30, un agent infiltré a frappé à la porte. Michael ne connaissait pas l'homme qui venait de frapper à sa porte. L'agent était en civil et s'était fait passer pour quelqu'un qui s'était trompé d'appartement. Son but réel? Vérifier qui se trouvait à l'intérieur. Mission accomplie.
Les suspects étaient bien là. Mais ce qui s'est produit juste après a rendu la situation encore plus suspecte. Quelques minutes après cette visite anodine, Michael a appelé le poste de police. Il a affirmé que 2 hommes noirs venaient de se présenter chez lui et de le menacer. Un mensonge évident. L'agent infiltré qui était venu frapper était seul, et il était blanc. Personne ne les avait menacés. Les enquêteurs ont choisi de ne pas relever immédiatement cette fausse déclaration. Au lieu de cela, ils ont invité Michael à se rendre au commissariat le lendemain afin d'établir un portrait robot de ces mystérieux agresseurs. C'était une manœuvre stratégique. Michael a été interrogé pendant plusieurs heures. Pendant ce temps, Rudy et Annette attendaient dans une autre salle, sous surveillance. L'objectif était simple, observer leur réaction. Voir qui craquerait en premier. Et la première à céder fut Annette. Au début, elle s'est accrochée à son silence, mais un des détectives a posé devant elle des photos du corps muti de Cindy. Elle a baissé les yeux, puis elle a parlé. Elle a révélé que Michael et Rudy n'étaient pas simplement 2 frères en quête d'un avenir aux États-Unis. C'étaient des escrocs. Leur cible, des femmes vulnérables, seules, souvent avec le cœur brisé. Ils avaient un objectif, obtenir la citoyenneté américaine, et pour cela ils étaient prêts à manipuler n'importe quelle femme qui pouvait leur offrir cette opportunité. Annette elle-même n'était qu'un pion dans ce plan. Elle servait d'intermédiaire pour aider les frères à communiquer, car leur anglais était limité. Michael parlait un peu mieux que Rudy, mais à peine. Leur méthode était bien rodée. Ils avaient tenté plusieurs approches, se faisant passer tantôt pour des importateurs de voitures allemandes, tantôt pour des fabricants de planches de surf. C'est ainsi qu'ils avaient rencontré Cindy. Pendant des mois, ils avaient vécu dans des motels bas de gamme, trompant plusieurs femmes avec leur apparence séduisante et leur attitude charmeuse. Elle leur donnait de l'argent, les entretenait, mais ce n'était jamais suffisant. Ils voulaient plus, beaucoup plus. Avec Cindy, leur plan avait parfaitement fonctionné. Après leur installation chez elle, ils l'avaient convaincue de financer leur vie. Elle travaillait sur 2 emplois, tandis que Michael, sans emploi, dépensait l'argent à une vitesse folle, prétendant attendre la soi-disant réactivation de ses comptes bancaires en Allemagne. Mais Annette n'a pas admis qu'un meurtre avait été prémédité. Elle a simplement exposé la froide réalité. Cindy n'avait jamais été aimée. Elle n'avait été qu'un instrument, une proie financière. Les enquêteurs tenaient enfin un mobile clair, et ils savaient qu'ils touchaient au but. D'octobre à décembre, Michael avait réussi à dilapider plus de 4 000 $ provenant du compte de Cindy. Armés de la confession d'Annette, les détectives ont décidé de la pousser à bout. Ils lui ont dit qu'elle serait accusée de meurtre si elle ne révélait pas toute la vérité. C'est là qu'elle a craqué. Elle a avoué que Michael avait goûté à une vie de luxe et qu'il en voulait plus. Son objectif? Un plan bien plus ambitieux. Le 7 novembre, il avait réussi à convaincre Cindy de souscrire une assurance vie auprès d'un agent d'assurance. 1 million de $. C'était la somme qu'il voulait qu'ils s'assurent l'un pour l'autre. Et qui était le bénéficiaire de la police de Cindy? Michael, bien sûr. Il avait enveloppé son mensonge d'un discours rassurant. Il lui avait raconté que ses comptes en Allemagne étaient toujours gelés, mais qu'il allait bientôt y avoir accès. Il avait également affirmé que souscrire une assurance vie était une pratique courante chez les couples en Allemagne. Aveuglée par l'amour, Cindy l'avait cru sur parole. L'agent d'assurance n'avait pas accepté une couverture d'1 million de $. Il avait toutefois validé un contrat de 400 000 $. Cindy avait signé sans hésiter et rédigé un chèque pour couvrir les frais. À partir de ce moment-là, Michael et Rudy ont commencé à planifier la manière dont ils allaient dépenser leur futur magot. Ils étaient si sûrs de leur plan qu'ils ont même signé des contrats d'achat pour des voitures de luxe, 2 Jaguar, chacune à 144 000 $, 2 Toyota Supra à 66 000 $ pièce, sans parler des montres Rolex et d'autres objets de valeur qu'ils avaient déjà repérés. Le plus effroyable, l'argent qui allait financer cette vie de rêve nécessitait un meurtre, et ça ne les a pas empêchés de passer à l'action. Le pire dans tout ça, c'est que la police d'assurance vie de Cindy est entrée en vigueur seulement 1 jour avant son assassinat. Mieux encore, ou pire encore, selon comment on le voit. Au dernier moment, la somme assurée avait été augmentée à 800 000 $. Le plan était en place. Les frères avaient loué une voiture, celle qui leur permettrait d'emmener Cindy dans le désert et de l'exécuter. Le 23 décembre,
Ils ont conduit Cindy jusqu'à une zone reculée du désert de l'Arizona. Là, ils l'ont fait sortir du véhicule. Puis, ils l'ont éliminée. 5 minutes. C'est tout ce qu'il leur a fallu. 5 minutes d'une violence indescriptible. Pendant que Michael et Rudy l'éliminaient, Annette attendait dans la voiture. Quand les deux frères sont revenus, ils étaient couverts de sang, de la tête aux pieds. Ils se sont rapidement changés, ont lavé leurs mains et leurs visages, puis ont pris la route. Comme si de rien n'était. Ils ont abandonné le corps, restitué la voiture de location. Et pour couronner le tout, ils sont allés fêter ça dans un restaurant chic. Tout devait être parfait. Un crime invisible, une fortune facile. Mais un élément a fait s'écrouler leur plan. Le corps de Cindy a été retrouvé trop vite. Michael a compris qu'il devait jouer la comédie. Il est immédiatement entré dans son rôle de mari éploré, pleurant et hurlant pour détourner les soupçons. Mais les enquêteurs avaient une autre question troublante. Était-ce leur premier meurtre? Pour répondre à cette question, ils ont contacté leurs homologues en Allemagne. Et ce qu'ils ont découvert a fait froid dans le dos. Michael n'avait jamais eu de compte bancaire gelé. Il n'avait pas de fortune, pas de château familial. En réalité, en Allemagne, il n'était qu'un simple ouvrier. Et ce n'était pas tout. Michael avait un casier judiciaire. Il avait déjà été condamné pour vol avec effraction et agression. Son frère, Rudy, encore pire. Il avait fait de la prison pour V en Allemagne. Les enquêteurs ont tenté de relier les frères à d'autres crimes sur le sol américain, mais aucune preuve n'a pu être trouvée. Malgré cela, une chose était certaine. Cindy Monkman n'avait été pour eux qu'un ticket de loterie grandeur nature, un ticket qu'ils avaient choisi de valider dans le sang. Il semblait désormais probable que Cindy ait été leur première et unique victime. Mais une question demeurait sans réponse. Pourquoi les empreintes des pneus du véhicule utilisé pour transporter le corps ne correspondaient-elles pas aux traces retrouvées sur la scène du crime? L'explication était aussi simple qu'effrayante. Michael avait prémédité cet élément. Le jour du meurtre, il avait pris soin de faire de brusques dérapages avec la voiture de location afin d'user la bande de roulement et de modifier l'empreinte des pneus. Lorsque le véhicule avait été restitué, l'usure des pneus était telle qu'ils avaient dû être remplacés par le loueur avant d'être réutilisés. Les enquêteurs ont interrogé l'homme en charge de l'agence de location et son témoignage a confirmé cette manipulation. Mais ce n'était pas le seul coup monté par les frères. Les menaces laissées sur le répondeur de Michael n'étaient pas de leur fait directement. Après les funérailles de Cindy, ils s'étaient rendus à Los Angeles, où ils avaient payé un sans-abri pour passer l'appel en lisant un texte préparé à l'avance. Un écran de fumée, un dernier effort pour brouiller les pistes. Mais il était déjà trop tard. Pour s'assurer que justice soit rendue, les procureurs ont proposé à Annette l'immunité totale en échange de son témoignage contre les frères Appelt. Elle a accepté. Puis la police a procédé à une fouille minutieuse de l'appartement où Cindy et Michael vivaient. Ce qui y a été découvert a scellé le sort des deux frères, une paire de chaussures dont la semelle correspondait parfaitement aux empreintes retrouvées sur la scène du crime. Plusieurs autres éléments liant directement Michael et Rudy au meurtre. Avec ces nouvelles preuves, l'affaire était bouclée. Une fois incarcérés, les frères se sont eux-mêmes piégés. Ils ont échangé des messages compromettants qui ont été interceptés et utilisés contre eux lors du procès. Mais le pire était encore à venir. Lors de l'audience, Michael a voulu témoigner en sa propre défense. Ses avocats lui avaient fortement déconseillé de le faire, mais il se croyait plus intelligent que tout le monde. Son arrogance l'a trahi. Au lieu d'apaiser les doutes, ses contradictions et ses mensonges ont convaincu les jurés de sa culpabilité absolue. Dans une tentative désespérée, les frères ont tenté de rejeter toute la faute sur Annette. Mais il était trop tard. Le 1er juin 1990, le verdict est tombé. Michael et Rudy Appelt ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré. Leur sentence? La peine de mort. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 2009, la condamnation de Rudy a été annulée après qu'un test de quotient intellectuel a révélé qu'il était considéré comme déficient mental. Sa peine a été commuée en prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. En 2017, Rudy a déposé une demande de libération conditionnelle. Lors de l'audience, un témoignage a brisé le silence, celui de Cathy, la sœur de Cindy. Dans une lettre déchirante,
elle a rappelé un fait essentiel. C'est Rudy qui avait porté le plus de coups de couteau à Cindy. Cathy était convaincue que Rudy représentait un danger et ne devait jamais être remis en liberté. Son plaidoyer a porté ses fruits. La demande de libération conditionnelle de Rudy a été rejetée. Le 26 avril 2022, à 62 ans, il est mort en prison. Quant à Michael, son destin est toujours suspendu. Son verdict n'a jamais changé. Il croupit encore dans le couloir de la mort, attendant l'exécution de sa sentence. Mais son équipe de défense joue la montre. Les avocats de Michael multiplient les appels pour retarder son exécution. Un sursis qui prolonge sa vie. Mais derrière les barreaux. Aujourd'hui, Cathy écrit ses mémoires. Elle y raconte à quel point la mort de Cindy a été un choc dévastateur, si profond, qu'il a anéanti sa confiance en l'amour et en l'humanité. Elle n'a jamais pu se marier, du moins pas avant ses 50 ans. L'impact de ce crime a façonné toute son existence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Que pensez-vous de cette affaire? Était-ce un simple crime opportuniste ou un plan qui aurait pu se répéter sur d'autres victimes? Discutons-en en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.